Bonjour à tous. Je vais vous parler de la transplantation cardiaque pédiatrique. Et pour commencer, en fait, je voulais donc faire un petit rappel historique, notamment pour dire qu'aux États-Unis, la première transplantation cardiaque qui a eu lieu a été faite donc sur un nouveau-né de 18 jours, en décembre 67. Ensuite, en Europe, la première transplantation cardiaque s'est faite donc à Paris, donc chez un adulte. Et le souci, c'est que on n'avait pas encore découvert tout ce qui était le système immunitaire, et les patients survivaient, mouraient assez rapidement en post-opératoire immédiat, à plus ou moins long terme, et cette technique était pas encore au niveau de l'insuffisance cardiaque terminale, le traitement de gold standard. La transplantation a vu son essor réapparaître dans les années 80 avec la découverte de la cyclosporine, qui a permis de maintenir les patients en vie. La première transplantation cardiaque pédiatrique en France a été faite en 87 sur un nouveau-né de 1 mois porteur d'un hypo-VG. Ça, c'est pour le côté culture générale. Et actuellement, on sait que c'est le traitement ultime face à une insuffisance cardiaque terminale dont le risque de décès dans l'année est jugé important chez un enfant. Cependant, et vous le verrez dans le reste de ma présentation, nous avons une pénurie de greffons avec des périodes d'attente qui sont par moments très prolongées, ce qui nous oblige à avoir recours à des dispositifs d'assistance circulatoire, soit temporaires type ECMO, ou surtout les ventricules pneumatiques paracorporels Berliner. Sur cette diapositive, c'était pour insister sur le fait, sur la pénurie de greffons. Vous voyez que en total, pour un greffon, on a aux alentours 2 candidats. La durée d'attente est variable en fonction de l'âge, et en fait, plus le gabarit est proche d'un adulte, plus on a de choix parmi les donneurs, et plus on peut greffer le receveur rapidement. Là, c'est les derniers relevé de l'Agence de la biomédecine. Et en fait, si on vous pose la question, notamment sur l'incidence de greffe faite pour les nouveaux inscrits, à 3 mois, 59% d'incidence, et à 12 mois, 78%, pour répondre aux questions des parents. La particularité chez nous, c'est que on va du nouveau-né au jeune adulte, à l'adolescent, avec des gabarits assez larges, des indications différentes avec les cardiopathies dilatées ou les cardiopathies congénitales qui peuvent être complexes. Concernant les patients ayant pour étiologie les cardiopathies congénitales, la prise en charge est plus complexe. Souvent, ils ont déjà été multi-opérés avec des abords veineux qui peuvent être artériels et veineux qui peuvent être compliqués, et ce qui rajoute de la difficulté à la prise en charge de ces malades. Il faut faire attention à l'adéquation donneur-receveur, taille, poids, prépubère, post-pubère. Tout ça rend cette activité assez particulière pour nous. Et au niveau national, il n'y a que 6 centres qui sont autorisés par l'Agence de la biomédecine à réaliser les transplantations cardiaques pédiatriques, ce qui n'empêche pas que d'autres centres peuvent le faire avec des dérogations. Les critères d'inscription sur liste sont standards. Un patient d'insuffisance cardiaque avec une VO2 max inférieure à 10 millilitres kilo, isolé, ou sinon avec limitation clinique à l'effort. Ça va bien pour les grands, mais en fait, globalement, chez les tout petits, ça va être la nécessité d'avoir un support inotrope continu ou une assistance circulatoire, les cardiopathies non réparables, et tout ce qui est l'altération progressive de la fonction ventriculaire gauche et du statut fonctionnel, les arythmies malignes, évidemment, tout ce qui est HTAP sur défaillance cardiaque, les DCPT défaillants, et le critère qui sera clinique important, qui sera le retard staturopondéral secondaire à l'insuffisance cardiaque. Les indications. En premier lieu, on a
plus de cardiopathie dilatée. Ensuite viennent les cardiopathies congénitales, tout ce qui est hypertrophique et restrictif, donc les cardiopathies ischémiques, et on a aussi de plus en plus de retransplantation. Donc là, sur ce tableau, vous avez donc, en fonction du temps, les différentes répartitions des différentes indications et étiologies. Et donc, on voit quand même que ce qui reste en première position, ça reste les cardiopathies dilatées. Et donc, les retransplantations, donc c'est encore un peu anecdotique, mais on en voit quand même de plus en plus. Donc, concernant les cardiopathies dilatées, avant toute décision d'inscription sur liste, il faut bien donc réaliser un bilan étiologie exhaustif afin vraiment d'éliminer une cause curable, puisque une transplantation, ça reste quand même un traitement qui reste définitif. Rechercher des arguments pour des myocardites, excusez-moi, qui peuvent avoir donc un potentiel de récupération de 30 à 35%. Et donc, en pratique, les indications de greffe devant une cardiopathie dilatée seront donc tout retentissement important sur l'alimentation et sur la courbe saturo-pondérale. Le fait donc d'avoir des épisodes d'insuffisance cardiaque à répétition nécessitant une hospitalisation et en fait la persistance de signes congestifs chez l'enfant. Donc, pour les cardiopathies hypertrophiques, donc ça reste des décisions qui restent délicates parce que les patients sont souvent peu symptomatiques. Ils se sont adaptés à leur état, donc au niveau de la vie courante. Donc, les parents ou même le jeune adolescent a du mal en fait à comprendre pourquoi il y a cette indication, puisque il se sent pas gêné dans sa vie courante. Donc, les facteurs qui seront importants dans la prise de décision sont les antécédents de mort subite dans la famille, et puis donc la persistance de troubles du rythme ventriculaire récidivants sévères, malgré un traitement médical ou la mise en place d'un DAI. Les cardiopathies restrictives sont donc des pathologies qui sont rares. Donc, effectivement, on a un peu de traitements à proposer. Les risques dans l'évolution sont assez importants concernant l'HTAP, les complications thromboemboliques et de mort subite. Il faut quand même savoir qu'il y a un taux de mortalité à 3 ans après le diagnostic de 63%, ce qui n'est pas négligeable. Donc, ça nécessite quand même une inscription assez précoce avant en fait l'apparition en fait de signes de défaillance droite avec donc des décompensations œdémato-acétiques, pardon, et avant l'apparition en fait d'hypertension artérielle pulmonaire post-cap qui nécessiterait donc du coup de changer d'indication et de repartir de partir plutôt sur une transplantation cœur-poumon. Donc, les cardiopathies congénitales représentent 22% des transplantations pédiatriques en France, contre 40% au niveau international sur le registre de l'ISHLT. Les indications et les pourcentages de transplantation varient en fonction des âges. Donc là, je vous ai mis cette répartition. Donc on voit 66% pour les moins de 1 an et 27% pour les 11-18 ans. Donc les étiologies sont les dysfonctions de VU, la psy, donc les VD dépendant de la circulation coronaire, les hypo-VG, tout ce qui est les Epstein extrêmes et les malformations complexes qui peuvent pas bénéficier forcément de chirurgie correctrice. Donc là, l'indication de transplantation cardiaque s'impose. Donc les contre-indications vont être pour le patient les résistances vasculaires pulmonaires supérieure à 8 unités Wood avec une HTAP fixée, parce que là, donc, on n'est plus dans l'indication de la transplantation cardiaque seule, mais dans l'indication de la transplantation cœur-poumon. Ensuite, au niveau général, c'est le retentissement de cette insuffisance cardiaque sur les autres organes. Donc, toute atteinte organique sévère, rénale, pulmonaire ou hépatique peuvent donc contre-indiquer la transplantation cardiaque. Et ce serait peut-être donc là une indication d'une transplantation multi-organes. Donc,
tout ce qui est néoplasie évolutive et les troubles psychiatriques graves, ce qui est quand même donc au niveau psychiatrique, les diagnostics chez nos enfants sont pas forcément faciles, mais il y aura une évaluation donc avec une psychologue et puis à la fois pour les parents et pour le jeune candidat. Donc, face à une potentielle indication de transplantation cardiaque, il va falloir qu'on fasse un bilan exhaustif et cet objectif est évidemment d'éliminer la contre-indication à la greffe. Donc, il va y avoir une évaluation totale en fait de l'enfant, donc du retentissement viscéral de cette insuffisance cardiaque avec un bilan biologique hépatique complet ainsi que rénal, un bilan phosphocalcique. N'oublions pas non plus le bilan thyroïdien, le bilan lipidique. On a rarement des dyslipidémies importantes chez les petits, mais ça nous servira en fait de référence puisque l'introduction des traitements immunosuppresseurs au long cours vont modifier donc ce bilan lipidique et ça sera à nous en fait ensuite d'ajuster donc les statines ou le traitement donc en fonction de l'évolution lipidique. Pareil pour la glycémie, donc sauf si on a un enfant évidemment qui est diabétique de base, mais faut savoir que les corticoïdes et le tacrolimus qu'on met souvent en traitement en immunosuppression au cours provoque des diabètes. Ensuite, donc évidemment, on verra notre évaluation au niveau hématologique avec une NUM, un bilan de coag complet, le facteur 5 pour voir le retentissement de l'insuffisance cardiaque sur la fonction hépatique, une carte de groupe avec des rails donc pour la compatibilité au niveau sanguine, un typage HLA pour la compatibilité tissulaire et surtout la chose la plus importante, ça sera la recherche d'anticorps anti-HLA, surtout donc chez nos jeunes candidats qui ont déjà bénéficié donc de plusieurs interventions chirurgicales avec transfusion. Ce sont donc les sujets types qui peuvent donc développer des anticorps anti-HLA, qui va donc nous limiter dans le choix du greffon pour éviter donc les risques de rejet. Ensuite, on fait un bilan donc sérologique complet pour savoir donc au niveau du CMV, pour essayer donc en fonction du donneur savoir la stratégie donc antivirale à mettre en place pour le receveur, le statut EBV pour éviter donc après ou anticiper les risques de lymphome post-transplantation, les virus de l'herpès HIV, tout ce qui est donc toutes les hépatites et donc rougeole, rubéole, oreillon, varicelle, savoir donc si le patient est immunisé, puisque donc faut savoir que tout ce qui est ROR et varicelle, faudra vacciner donc le receveur en attente par ces vaccins qui sont des vaccins vivants atténués, qui seront ensuite donc en post-greffe complètement contre-indiqués. Voilà pour tout ce qui est au niveau viral. Effectivement, donc on essaiera quand même de faire des cartographies bactériennes pour connaître l'écologie donc des patients, surtout s'ils ont eu donc des hospitalisations à répétition, pour pouvoir donc anticiper l'antibioprophylaxie prolongée périopératoire. Pour finir, donc l'exploration respiratoire dépendra de l'âge du patient, mais il faudra donc absolument donc faire aussi un scanner crâne thoraco-abdominopelvien pour pouvoir donc voir s'il y a des foyers infectieux profonds qui nécessiteraient donc des explorations du fibro-bronchique si on retrouve un foyer pulmonaire pour pouvoir donc les traiter et compléter donc notre écologie bactérienne chez notre patient. Donc là, je vous ai mis quelques diapositives de l'Agence de la biomédecine et aussi de l'ISHLT pour vous dire que oui, la transplantation chez les enfants, ça marche. Donc là, on voit que globalement, en fonction des tranches d'âge, à 1 mois, on a plus de 90% de survie. À 1 an, ces chiffres sont conservés. À noter quand même une tendance plus basse pour les 3-5 ans, où on est plutôt aux alentours de 80% de survie à 1 an. Donc on voit cette courbe là, les courbes de survie. Donc celle-là, elle est un peu plus ancienne, elle date donc de 2016, mais donc celle de 2018, on voit qu'on s'améliore, que ces taux de survie
sont satisfaisants dans le temps et que effectivement il y a encore cette tendance d'une survie moins bonne pour les 3-5 ans. Cette population représente surtout les patients avec les cardiopathies congénitales complexes et vous verrez que donc ces patients sont plus compliqués donc à opérer. Comme je vous ai dit, avec le fait d'avoir des difficultés au niveau des abords artériels et veineux, avec un risque plus important d'hémorragie post-opératoire, qui fait qu'ils ont un taux de mortalité qui peut être un peu plus important. Et donc, et avec le temps, ben, heureusement, on s'améliore et on voit que donc les survies de nos jeunes patients sont tout à fait satisfaisantes et donc justifient ce projet thérapeutique pour dans l'arsenal des possibilités. Donc là, pareil, donc c'était pour montrer l'amélioration de la survie dans le temps, avec donc la période 85-95, donc on était à 68% de survie à 1 an, et maintenant donc on est à pratiquement 94% de survie à 1 an, toute étiologie confondue et tout âge confondu. Voilà. Ce qui est retrouvé au niveau donc des données internationales sur donc les survies. Et donc là sur cette diapositive, vous avez donc les médianes de survie et on voit que donc les plus jeunes patients, donc les moins de 1 an, ont quand même une médiane de survie de 22 ans, ce qui est quand même pas négligeable. Donc c'est sûr que actuellement, il faudra bien prévenir les parents que il y aura une forte probabilité à une retransplantation dans l'avenir, mais ça reste complètement satisfaisant. Donc là, je vais passer, c'est la même chose. Donc en revanche, on voit bien que l'étiologie peut quand même avoir une conséquence surtout donc au niveau de la première année et en fait des premiers mois. Donc tout ce qui est cardiopathie congénitale multi-opérée aura donc une mortalité plus importante, donc surtout dans la première année, pour ensuite avoir une évolution comparable aux cardiopathies dilatées. Donc pareil, donc en fonction donc des étiologies, vous l'avez sur cette diapositive, il y a toujours donc une meilleure survie sur les cardiopathies dilatées. Et là, pareil, donc au niveau international, dans le temps, on s'est amélioré sur la prise en charge des patients transplantés pédiatriques. Donc, ce qu'il faut quand même aussi noter, comme je vous l'ai dit donc au début de la présentation, c'est que donc nous avons donc une pénurie de greffons, qui fait que donc on a souvent recours donc au dispositif d'assistance ventriculaire ou circulatoire type ECMO ou Berlin Heart, et on voit que pratiquement donc 25% des patients qui étaient en attente de transplantation ou transplantés étaient sous support mécanique. Et sur cette diapositive, vous voyez donc en fonction des âges et en fonction des étiologies, les différents moyens mis en place pour permettre l'attente jusqu'à la transplantation, avec les différentes combinaisons, donc les patients uniquement sous ECMO ou donc les patients donc sous ventricule pneumatique. Ce qu'il faut quand même noter, c'est que sur cette diapositive, c'est que les patients qui sont arrivés à la transplantation sous ECMO ont quand même donc une survie qui est moins bonne, parce que donc c'est des patients qui ont présenté donc une instabilité importante et qui ont pas pu donc qui sont quand même moins bien équilibrés qu'avec les assistances de longue durée. Donc voilà pour ce que je vais vous dire pour en fait justifier la possibilité de la transplantation cardiaque. Maintenant, donc on va parler donc des receveurs qui sont en attente. Comme je vous ai dit, donc il y a quand même 25% des patients qui sont sous ECMO ou sous VAD, avec donc une certaine proportion donc sous inotrope et notamment Syndax, Zimino maintenant, pardon, pour permettre donc de traiter ces épisodes de décompensation. On peut avoir donc des patients qui ont des troubles du rythme ventriculaire. Il est important de bien les optimiser sur le plan nutritionnel et au niveau donc musculaire, donc avec des réadaptations physiques, des réentraînements à l'effort qui sont importants à mettre en place. Il y a la gestion psychiatrique avec les psychologues des patients, surtout des ados et des parents.
Et puis donc, effectivement, après, en fonction de la pathologie, donc la prévention des complications thromboemboliques. Et puis, pour les anesthésistes, garder en tête les interactions entre nos médicaments d'anesthésie et donc le traitement donc de l'insuffisance cardiaque et avec les AVK, les complications hémorragiques post-op. Donc, comme je vous ai dit, l'évaluation préopératoire donc est importante et majeure. Donc, il faut savoir quelle est la réserve contractile donc du myocarde. Le cathétérisme cardiaque droit est important pour donc l'évaluation des résistances vasculaires pulmonaires et de l'index cardiaque. Il faudra donc au moment donc de l'induction anesthésique respecter donc l'équilibre et le rapport QP-QC, surtout donc pour les patients atteints de cardiopathie congénitale. Avoir en tête le retentissement viscéral de cette insuffisance cardiaque avec l'anatrémie, lactate qui donc serait donc représenterait donc l'évaluation en fait de l'hypoperfusion périphérique, aussi donc au niveau de la fonction rénale et du bilan hépatique. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis le 2 janvier 2018, il y a un nouveau système d'attribution des greffons, que ça soit pour les adultes ou pour les enfants, qui consiste en fait à proposer les greffons par rapport à un score décroissant, qui est donc le score national d'attribution des greffons cardiaques. Ça permet donc l'attribution donc en fonction de points, en fonction de la compatibilité sanguine. Donc, pour les enfants, c'est en groupe compatible, alors que pour les adultes, ça sera une compatibilité qui sera restreinte. Et il y a aussi donc un modèle géographique qui a été donc optimisé par rapport donc au temps estimé du trajet entre le lieu du prélèvement et le lieu de la transplantation, afin en fait de limiter donc la durée de l'ischémie froide. Donc ce score national d'attribution est calculé. Allô? Oui? Bon. Donc, ce score donc est calculé à chaque fois qu'il y a un greffon qui est proposé donc au candidat. Il est donc dépendant donc de l'index de risque cardiaque, d'un score composé de brut, où en fait c'est là que va jouer donc les composantes expertes pour pouvoir avoir donc des priorités. À cela, après, s'appliquent des filtres en fonction de l'âge et du poids. Et comme ça, on peut donc obtenir le score final qui permettra la transplantation. Donc, l'ICAR est compris entre 0 et 40. Donc, c'est le premier niveau de calcul pour ce score d'attribution nationale. Il dépend en fait donc il y a une partie clinique, on va dire, pour le patient s'il est sous assistance mécanique ou non. Puis ensuite, une partie biologique en fonction du NT pro-BNP ou du BNP, donc de la créatinine qui permet donc de calculer après le débit de filtration glomérulaire et donc également de la bilirubine totale qui donne donc une vision donc de l'état hépatique. Une fois qu'on a ce score, on va pouvoir donc calculer au niveau de l'agence de la biomédecine le composite brut, donc qui prend donc en compte la situation du patient s'il est à domicile, à l'hôpital ou sur support mécanique. Donc on va pouvoir avoir donc la composante standard pour nos patients pédiatriques de moins de 18 ans qui va correspondre donc à un nombre de points entre 776 et 825. Donc voilà aux alentours de 800. Et ensuite donc va pouvoir s'ajouter donc les composantes expertes qui sont donc attribuées si le patient est sous inotrope ou sous ECMO ou assistance de longue durée non compliquée. Donc là on a une composante experte pédiatrique de niveau 2 qui va permettre donc d'augmenter le nombre de points pour le patient, qui est compris entre on va dire en gros 900 et 1100. Après, si on est face à des complications, notamment pour donc les assistants de longue durée et même pour les ECMO compliqués, on peut donc demander une composante experte numéro 1 et donc là, le patient passe au-dessus de 1100 points et donc et devient vraiment prioritaire donc pour chaque proposition de greffon. Puis donc à cela s'ajoutent les filtres. Donc je vous ai dit donc la différence d'âge entre le donneur et le receveur, le groupe sanguin,
la morphologie avec le poids, hein, puisque donc en fonction de notre receveur, on pourra pas choisir n'importe quel poids. Au niveau donc de l'agence, ils vont aussi calculer un score de résultat attendu post-greffe qui va donc pondérer donc le tout, et on aura donc du coup le score final et la proposition de greffon possible en fonction. Concernant donc la sélection du donneur, donc le critère majeur, ça sera donc la compatibilité du poids avec donc du coup donc une fourchette qu'on va pouvoir donc adapter en fonction donc du receveur. On va éviter les donneurs trop âgés, donc c'est vrai qu'on évite de prendre au-dessus de 50 ans et on réclamera donc une coronarographie. Également donc au niveau des paramètres biologiques, il faudra que la troponine soit vraiment la plus basse possible, que le patient soit pas trop dépendant d'inotropes, qu'on ait donc à l'écho-cœur une fonction VG la meilleure possible, et avec une durée d'ischémie inférieure à 4 heures pour pouvoir donc ne pas trop altérer ce greffon cardiaque. Et si on estime que cette durée sera plus longue, il faudra donc envisager donc une assistance post-greffe. Donc le prélèvement donc au niveau donc du receveur donc va s'effectuer donc généralement il y a des prélèvements multi-organes. Faut mieux que ça soit donc quand même un chirurgien qui soit expérimenté et qui a l'habitude donc de faire ce type de prélèvement. Concernant donc le greffon cardiaque, il y aura toujours une évaluation finale sur place avec donc le chirurgien donc fera attention et devra donc vraiment noter l'évolution, s'il y a une évolution et une augmentation des doses d'inotropes, le remplissage donc du patient et avec une mesure de la POG. Il faudra donc contrôler les pressions d'injection de la cardioplégie pour être le moins traumatique possible. Et donc je vous rappelle quand même qu'une solution de préservation est différente d'une solution de cardioplégie. Donc on a plusieurs possibilités, soit on a des solutions intra ou extracellulaires. Donc on peut utiliser donc le Celsior ou donc la solution de Wisconsin, selon donc les habitudes des différentes équipes. Au niveau donc chirurgical, faudra que celle-ci soit adaptée au receveur, donc en fonction de sa pathologie. Si on a un patient avec un fontan défaillant, on saura d'avance qu'il faudra prélever donc énormément donc de veine cave, et ce qui pourra donc compromettre tout prélèvement hépatique associé. Donc il est important de le signaler à l'agence de la biomédecine. Si donc on a besoin donc de la bifurcation pulmonaire, un prélèvement pulmonaire associé sera pas possible. Donc tout ça est important à savoir, à déterminer en amont donc du prélèvement, et que le chirurgien soit bien au courant de tout ce qu'il doit avoir. Donc concernant donc l'anesthésie, on a rarement des patients à jeun, donc on a un risque d'inhalation important au moment de l'induction. C'est aussi une période à risque, l'induction, de développer donc des troubles du rythme et des risques donc d'arrêt circulatoire. Et ces risques seront d'autant plus importants si on a une hyperlactatémie, si on a des troubles rythmiques ventriculaires persistants ou des œdèmes pulmonaires importants qui risqueraient de faire donc un arrêt hypoxique. Concernant le monitorage, donc évidemment on aura un électro 5 branches. Il faudra donc une pression artérielle sanglante, soit donc au niveau de la radiale ou fémorale, une voie veineuse centrale donc avec SVO2 chez les plus petits. Savoir donc qu'il faudra donc qu'on puisse avoir donc notre PVC, les drogues donc qui seront nécessaires pour la sortie de CEC, et une ligne particulière pour pouvoir faire l'induction du traitement immunosuppresseur périopératoire. Donc il faut vraiment être sûr donc d'avoir le nombre de voies suffisantes. Ensuite donc on reste standard, la SPO2, la température, la sonde vésicale. Évidemment on aura une ETO mise en place indispensable si donc le poids de l'enfant le permet, pour pouvoir donc évaluer les performances du greffon à la fin de l'intervention. On reviendra dessus plus tard, tout ce qui est débulage et œdème myocardique. Ensuite, BIS et NIRS pour compléter donc ce monitorage.
Donc, l'hémodynamique du receveur donc devra être conservée au maximum. Donc, faudra donc maintenir donc une fréquence cardiaque stable et celle de référence du patient. Éviter donc les déséquilibres des rapports QP QS avec donc tous les facteurs qui peuvent augmenter donc ces résistances vasculaires pulmonaires, qui soient donc que ça soit l'hypoxémie, l'hypercapnie ou l'hypothermie. Et donc j'insiste vraiment sur les risques d'arrêt à l'induction, avec donc une CEC qui puisse être prête et mise en place rapidement. Donc concernant les drogues d'anesthésie, comme je vous l'ai dit, étant donné que nos objectifs sont donc de conserver donc l'état hémodynamique du patient et la fréquence cardiaque, la drogue qui présente vraiment le meilleur intérêt, c'est l'éthiomédate, ou au mieux donc le midazolam. Donc s'assurer donc qu'on maintient une bonne volémie. Et je vous rappelle, notamment pour les receveurs multi-opérés, qu'on peut avoir des difficultés donc pour les voies artério-veineuses. Là, je vais juste faire un point classique sur donc les caractéristiques du greffon. Hein. C'est un cœur qui est dénervé, donc il n'y a pas de mécanisme de régulation lié au système nerveux autonome. Donc, si utilisation de médicaments vasodilatateurs, on aura une hypotension artérielle plus marquée, car on aura une absence totale de la tachycardie réflexe. Il y aura aussi une absence d'efficacité des médicaments agissant par l'intermédiaire du système nerveux végétatif type atropine ou les anticholinergiques. Et on aura la disparition du tonus parasympathique, donc myocardique, avec une fréquence cardiaque du repos qui sera plus rapide. On aura un cœur qui sera altéré, qui aura souffert qui aura donc souffert au moment donc du passage en mort encéphalique chez le donneur par l'orage catécholinergique, donc qui donc est donc synonyme pour nous d'une augmentation de la consommation en oxygène par les taux plasmatiques élevés d'adrénaline, donc avec un risque ischémique myocardique déjà existant, alors que le myocarde est encore chez donc, le donneur. Ensuite, il y a tous les risques liés au choc hypovolémique, donc soit par donc le diabète insipide lorsque le patient est en mort encéphalique, par défaut de compensation des hydriques, et les syndromes hémorragiques lors du prélèvement. Et pour finir, donc l'importance de la protection myocardique, si celle-ci elle n'est pas optimale et qu'on a une durée d'ischémie qui est prolongée, on a un risque de défaillance biventriculaire. Donc ça, c'est pour mettre le contexte pour pouvoir ensuite envisager, donc avoir tout ça en tête pour la sortie donc de CEC. Donc je vous refais donc un petit point sur l'intérêt de l'ETO, donc qui va nous permettre donc de nous assurer de la qualité des manœuvres de débulage à la fin de la CEC, vérifier donc les performances du ventricule droit et du ventricule gauche, s'assurer qu'il n'y ait pas de problème au niveau des sutures, et pour pouvoir donc préparer donc notre sortie de CEC. Le sevrage de la CEC donc sera donc dépendant de la qualité du greffon, comme je vous l'ai dit. Hein, on a de nombreux moments où ce greffon peut être altéré, donc avant le prélèvement par le passage en mort encéphalique et tout ce que ça peut entraîner avec donc l'orage catécholinergique et le diabète insipide. Pendant le prélèvement, si donc il y a eu une perte sanguine importante, et la qualité de la conservation. Il y aura donc un autre élément donc qui pourra donc altérer les performances du greffon, c'est si il existe une hypertension artérielle pulmonaire préexistante, qui donc pourra donc entraîner une augmentation donc de la post-charge au niveau du ventricule droit, et faire une défaillance de ce ventricule droit qui aura déjà souffert du prélèvement et de l'ischémie froide lors du transport. Donc, une fois qu'on a tout ça en tête, pour pouvoir entamer donc le sevrage de la CEC, il faut qu'on puisse avoir donc une pression artérielle fiable, une pression donc de l'oreillette gauche, la PVC, une SVO2, le dosage et la surveillance des lactates qui nous permettra donc de voir l'augmentation des lactates, surtout donc qui seront libérés par le myocarde, et ainsi que la troponine, qui seront donc des éléments de la qualité de la conservation lors du transport du greffon cardiaque.
Donc voilà, donc c'est ce que je vous disais. Donc la troponine, donc est l'image de la conservation, de la qualité de l'hypothermie et du protocole de cardioplégie. Ça permettra donc une fois qu'on aura donc tous ces éléments, de mettre en place donc un sevrage progressif donc de la CEC, si possible avec un support donc inotrope le plus faible possible et qu'on ne démarre pas de suite une fois que les sutures sont finies. L'objectif, c'est quand même de faire une CEC donc d'assistance de récupération pour ce greffon pour qu'il puisse refaire ses stocks énergétiques. Donc généralement, ce que nous on fait ici à Bordeaux, c'est que on fait donc une CEC d'assistance d'une durée équivalente à la moitié du temps en fait de l'ischémie froide pour pouvoir donc vraiment rétablir ces stocks énergétiques. Une fois que donc la CEC d'assistance a été faite, donc on fait notre tour avec le Théo et on commence donc du coup à pouvoir donc baisser les débits progressivement en mettant donc en observant vraiment donc les cavités droite et gauche et si donc on est face à une défaillance. En fait, ce que je vais vous dire, c'est qu'on va mettre une ligne dans l'oreillette droite et une ligne dans l'oreillette gauche pour pouvoir faire après des clampages progressifs de part et d'autre pour pouvoir donc évaluer donc la performance des différents ventricules, ce qui nous permettra donc face à une défaillance du ventricule droite de faire une assistance ODAP ou si c'est une défaillance du ventricule gauche de faire donc une assistance OG aorte et face donc à une défaillance biventriculaire, donc on fera le standard OD aorte. Donc voilà, donc là c'est ce que je vous disais à l'instant. Donc lors d'une transplantation cardiaque, on a donc du coup donc des risques de complications périopératoires qu'il faut donc avoir en tête. Et la plus importante donc c'est la défaillance primaire du greffon, d'où donc la nécessité donc d'avoir un sevrage de la CEC le plus doux possible. On peut avoir après une adaptation de la taille du greffon par rapport au thorax, ce qui est donc un peu plus embêtant, soit parce que le plus souvent c'est parce qu'on a un œdème myocardique de reperfusion et là il sera donc nécessaire en fait de faire donc de l'hémofiltration opératoire et CEC afin donc de pouvoir essayer d'avoir une taille du greffon plus adaptée au thorax. Donc les embolies gazeuses qui peuvent donc survenir, donc encore l'intérêt de l'ETO pour l'évaluation de l'efficacité donc des manœuvres de débulage, les paralysies phréniques, les troubles du rythme, donc les hémorragies, donc tout ça je vais revenir dessus. Là c'était une petite parenthèse donc pour avoir en tête donc au niveau donc des premiers jours, donc les premières complications qu'on peut avoir, donc c'est la défaillance primaire du greffon. Ensuite, tout ce qui est les complications infectieuses, donc liées donc à la mise en place du traitement immunosuppresseur, donc qu'on débute en périopératoire, avec également donc les risques de rejet qui peuvent être présents. Et en dernière position, donc tout ce qui est coronaropathie du greffon, donc qui reste quand même plus anecdotique et plus rare dans les premiers jours, puisque au maximum on demandera quand même une coronarographie cardiaque pour les receveurs, les donneurs les plus âgés. Donc le petit focus sur la défaillance du greffon, donc il y a plusieurs étiologies, hein. Donc ça peut être un défaut de remplissage parce que donc on est face à un greffon qui a souffert avec donc l'ischémie reperfusion qui entraîne donc des troubles de la compliance ventriculaire, ce qui impose en fait des pressions de remplissage plus élevées qu'à la norme. Donc il faut vraiment donc avoir une optimisation en fait de ce remplissage guidée par la PVC et la POG pendant l'intervention et en post-opératoire. Donc, je reviens sur les défauts de protection myocardique qui donc peuvent être responsables donc de cette défaillance biventriculaire. Et donc là, le traitement, ça sera donc inotrope, donc tout ce qui est catécholamine, voire assistance circulatoire ECMO. Donc ça, on l'avait déjà vu. Et
Les défaillances cardiaques isolées droites sont dues, donc, comme je vous ai dit, aux embolies gazeuses coronaires et aux HTAP préexistantes qui nous font donc vraiment insister sur le fait d'éviter tout ce qui est hypoxémie, hypercapnie, acidose et la place donc du lévocimendant et du héno en périopératoire. Les troubles du rythme qu'on peut rencontrer donc sont les fibrillations ventriculaires au moment du déclampage qui nécessiteront donc des chocs électriques et plus souvent quand même on aura donc des bradycardies jonctionnelles qui donc justifient la mise en place soit d'isoprénaline, mais c'est une option que nous on n'aime pas trop puisque donc c'est un effet inotrope, certes chronotrope, mais ça augmente la consommation en oxygène chez un cœur qui a déjà souffert donc avant le prélèvement, pendant le transport, avec cette période d'ischémie. Donc, étant donné que le but est quand même de favoriser donc cette balance énergétique, nous on préférera donc à Bordeaux mettre un entraînement auriculo-ventriculaire séquentiel pour pouvoir donc améliorer le remplissage ventriculaire télédiastolique par la systole auriculaire et diminuer cette consommation donc en oxygène et énergétique qu'on a avec les catécholamines. Donc, les complications hémorragiques péri- et post-opératoires donc sont souvent dues donc au traitement anticoagulant pré-op, avec donc les AVK et les héparines si le patient est donc sous assistance circulatoire de courte ou de longue durée. Les autres étiologies sont évidemment les souffrances hépatiques sous le bas débit et les patients donc multi-opérés avec les risques, les hémostases difficiles chirurgicales. Donc le traitement est basique. Hein. On apporte ce qu'on perd, donc des produits sanguins. On n'hésite pas donc à mettre des antifibrinolytiques. Et donc la petite particularité chez les patients transplantés cardiaques, c'est que donc pour les CGR, donc les culots, donc seront évidemment déleucocytés, ça on le sait. Il n'y a plus la nécessité donc forcément d'avoir des CMV négatifs puisqu'ils sont tellement déleucocytés que les risques d'infection CMV sont vraiment très rares. En revanche, pour les plasmas frais congelés, il est essentiel de demander donc à l'EFS des plasmas frais congelés hépatite E négatif pour éviter donc tout risque de développement donc d'une infection virale à hépatite E et les risques de cancer hépatique qui se suivent. Donc là, je vais faire un petit point sur les rejets. Donc évidemment, donc on a un donneur, un receveur, donc des greffes hétérotopiques donc qui sont donc signes de risque de rejet. Donc la prévention se fera sur les traitements immunosuppresseurs. Donc ce qui est donc préconisé et ce qui est fait donc dans la majorité des pays au niveau national et au niveau national, c'est donc de faire une induction au moment donc du bloc opératoire d'immunosuppresseurs. Donc les produits utilisés donc soit donc les sérums anti-lymphocytaires de lymphocytes de lapin pardon qui vont pouvoir donc détruire les lymphocytes T. Soit donc utiliser donc des anticorps monoclonaux des récepteurs à l'interleukine 2 qui permettent une induction plus douce chez les patients. Donc nous en pratique tous nos patients sont induits avec de la thymoglobuline, surtout donc s'ils sont immunisés. Et le Simulect, on le réserve donc aux patients qui sont à risque infectieux majeur ou qui sont sous assistance circulatoire. Comme ça, on minimise donc les chocs septiques et vasoplégiques en post-opératoire. En revanche, donc tous les patients recevront donc une corticothérapie à forte dose, donc en péropératoire au moment de l'incision et au déclampage et ensuite poursuivi en réa, en post-op et de manière après continue. Donc l'entretien des immunosuppresseurs se fera par les anticalcinurines. Donc on a le choix entre deux molécules, soit la cyclosporine, soit donc le tacrolimus. On poursuivra les corticoïdes et on mettra donc des antimétaboliques type mycophénolate pour donc l'entretien au long cours. Donc, tout ça pour vous dire que les rejets sont rares. Il faut y penser donc devant une fièvre. Et souvent, donc, en transplantation cardiaque, la fièvre, c'est à partir de 38. Les patients qui auraient des troubles digestifs. Et sinon, donc, tout ce qui est tachycardie, galop et les signes de défaillance cardiaque.
Donc à ce moment-là, donc faudra donc faire une échographie cardiaque et faire le diagnostic par une biopsie myocardique. Le traitement donc sera en fonction du stade du rejet, corticoïdes à forte dose, mais on peut être amené à refaire un traitement d'induction par de la thymoglobuline face à des rejets de haut grade. Tout ce qui est infectieux, donc je vous ai dit qu'en préopératoire, donc on faisait l'écologie du patient et son statut donc viral, ce qui va donc nous permettre d'adapter donc les traitements anti-infectieux périopératoires. On fera aussi donc des prélèvements bactériologiques et virologiques réguliers avec une surveillance régulière donc de tous les points de ponction des cathéters et évidemment le patient donc sera isolé dans une chambre donc stérile ou avec un plasmère si l'établissement en dispose et avec donc des mesures d'isolement et d'isolement contact en fait, donc les soignants devront s'habiller et pour protéger le patient. Donc, concernant les traitements anti-infectieux, donc si le patient a eu peu de séjours à l'hôpital et n'est pas très colonisé, donc on fera une antibioprophylaxie péropératoire par une céphalosporine de deuxième génération. En revanche, face à un patient qui a eu de nombreuses hospitalisations, on sera plutôt tenté de faire de la vancomycine. Ensuite, au niveau viral, concernant le statut CMV, donc tout dépendra donc du statut entre le donneur et le receveur. Face à un donneur CMV plus et un receveur CMV neg, c'est là où on mettra donc directement donc du ganciclovir immédiatement en périopératoire pour une durée de 3 semaines, puisque c'est là qu'on aura donc un risque majeur de faire une maladie ACMV. En revanche, si on a un patient qui est CMV+, quel que soit le statut du donneur, donc ça sera une prévention par valganciclovir, Peros, qu'on mettra plutôt à partir de J7 pendant donc nous on est plus sur 6 mois à 9 mois finalement maintenant et faut pas l'introduire trop tôt puisque donc c'est une toxicité médulaire qui est quand même importante et en association donc avec le CELCEP, donc le mycophénolate, on peut avoir des leuconeutropénies importantes et invalidantes pour nous. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura une surveillance de la PCR-CMV rapprochée des patients, notamment si si on a un statut donneur-receveur négatif, où il peut s'infecter n'importe quand par le CMV. Donc, il faudra donc bien surveiller ces patients. Maintenant, pour la prévention pneumocystose, donc, on utilise le Bactrim à 10 mg kilo 3 fois par semaine pendant 6 mois. Donc, généralement, on le fait le lundi, le mercredi et le vendredi. Et l'avantage du Bactrim, c'est que en plus donc de la pneumocystose, il nous protège donc de la toxoplasmose, qui, je vous rappelle, est transmise donc au niveau des muscles striés et que le cœur est un muscle également strié. Donc, si le donneur est toxo plus, eh ben, il infectera forcément notre receveur et il sera protégé par le Bactrim. Concernant donc les infections mycotiques, nous on utilise une décontamination digestive avec de la fongisone avec une cuillère café par jour pendant 3 mois. C'est pas forcément dans les recommandations, ça se fait de moins en moins, mais bon, c'est vrai que nous on a gardé cette habitude. En revanche, en cas d'infection fongique et en fonction de la sévérité donc clinique, on aura plutôt tendance à mettre de l'ambisome en première intention plutôt que du triflucan, notamment parce que en cas d'infection à aspergillose, ben vous voyez la survie et vraiment c'est grave. Donc on préfère d'emblée couvrir tout ce qui est aspergillose et candidose plutôt que de mettre un traitement peu efficace et on rétrogradera ensuite par rapport en fonction donc des résultats des prélèvements fongiques.
Donc maintenant un petit focus sur l'insuffisance rénale. Donc cette insuffisance rénale peut avoir donc plusieurs étiologies, notamment donc par rapport à l'histoire du patient avec son bas débit cardiaque, donc une atteinte rénale. Puis par-dessus, on va rajouter donc nos anticalcinurines qui sont néphrotoxiques par donc une vasoconstriction artérielle prérénale qui diminue encore plus donc le débit glomérulaire et le débit urinaire. Par-dessus, en périopératoire, il y aura donc nos antibiotiques et puis donc l'ambisome qui peuvent avoir une atteinte au niveau, une néphrotoxicité supplémentaire. Donc, on sera souvent amené à utiliser donc des diurétiques pour pouvoir optimiser cela. Pour pouvoir aussi donc essayer de préserver cette fonction rénale, on peut donc essayer de décaler l'introduction des anticalcinurines en prolongeant donc le traitement d'induction par thymoglobuline. Et en ultime recours, on peut être amené à faire des l'épuration extra-rénale pour pouvoir donc de manière transitoire pallier donc à cette insuffisance rénale aiguë et attendre la récupération. Donc, je vous rappelle que la nutrition est importante, hein. Un patient dénutri donc va avoir un retard de cicatrisation, avoir donc des risques infectieux majorés et donc un sevrage ventilatoire qui sera donc plus long. Donc, il est essentiel de pouvoir apporter donc un apport calorique suffisant, d'autant plus que que la corticothérapie à forte dose qu'on va mettre en post-op immédiat va augmenter donc le catabolisme. Donc, il faut vraiment bien être précautionneux sur le point de vue nutritionnel. On peut donc aussi également avoir des complications et des troubles neurologiques, donc avec des convulsions post-opératoires qui peuvent être liées donc à une cyclosporinémie qui est trop élevée, aussi à un manque de magnésium, atteinte vasculaire cérébrale et notamment ne pas oublier donc tout ce qui est encéphalopathie d'origine hypoxie ischémique. Donc on peut avoir on a facilement recours en fait à l'IRM cérébral pour être sûr qu'on n'ait pas de soucis, notamment de Press syndrome à l'introduction des anticalcinurines, qui serait donc c'est une leucoencéphalite induite par les anticalcinurines, qui devient donc en ce cas-là une contre-indication au néoral à la cyclosporine 6 et à la cyclosporine. Et donc là, faut switcher par le tacro, donc le prographe, et vice versa, si c'est un press au tacro, ne mettre que de la cyclosporine. Donc après, on peut avoir donc des troubles anxio-dépressifs post-opératoires, et là donc ça sera un traitement par anxiolytique et une prise en charge par la psychologue du service. Je vous fais un petit point sur également la coronaropathie du greffon. Donc, on a un facteur favorisant qui est qui est le CMV, raison pour laquelle donc on est très précautionneux sur ce virus. Une fois que la coronaropathie du greffon est arrivée, on n'a vraiment pas vraiment de traitement curatif en dehors donc de la retransplantation quand les coronaires sont très atteintes. Et là, donc, je vous ai mis donc les différents pourcentage de retransplantation et de coronaropathie par rapport aux tranches d'âge. Donc, le traitement préventif, effectivement, ça sera la surveillance du CMV. La mise en place de statines chez nos patients et un traitement aussi donc par anti-agrégant plaquettaire type aspirine au long cours. Et pareil, là, je vous fais un petit focus sur les tumeurs malignes, notamment donc avec le BV. Donc, faut savoir que si donc on a un mismatch avec un donneur EBV+ avec un receveur qui est EBV nègre, il a toutes les chances donc de faire des complications donc de maladies lymphoprolifératives. Ça peut être une autre indication à faire une induction d'immunosuppresseurs plus douce par Simulect pour pouvoir donc minimiser ces risques de lymphome. Et le traitement sera donc la réduction des immunosuppresseurs et de la chimiothérapie par MabThera. Donc là, je vois que j'ai dépassé mon temps, donc non, j'ai encore 10 minutes, super.
Là, c'était un petit point donc sur l'anesthésie d'un patient transplanté cardiaque, ce qui pourra donc être le cas donc chez nos jeunes patients transplantés qui peuvent avoir donc des bilans au cours de leur suivi type coronarographie ou cathé complet, qui donc nécessitera donc une anesthésie chez les plus jeunes d'entre eux. Donc faut savoir que donc le traitement immunosuppresseur ne doit pas être interrompu. Donc si le patient est à jeun le matin, il reste à jeun mais prendra son traitement immunosuppresseur. Donc que ça soit donc les corticoïdes, les anticalcinurines et le Celcept. Donc ne pas oublier donc si c'est une intervention longue et stressante de faire donc les bolus des miscucinate d'hydrocortisone pour donc la prévention de l'insuffisance surrénalienne. L'antibioprophylaxie reste la même que les patients non transplantés selon les recommandations habituelles. Il faudra donc une induction qui sera lente pour éviter toute vasoplégie et hypovolémie, parce que je vous rappelle que c'est un cœur qui est dénervé et que la tachycardie réflexe n'existe plus. Donc, avec donc cette mauvaise adaptation. Donc, comme je vous ai dit, plutôt midazolam avec du sufinta, kétamine ou étiomidate, et avec, n'oubliez pas l'absence d'effet de l'atropine en cas de bradycardie. Donc au final, c'est une indication. Donc la transplantation cardiaque est un traitement qui fonctionne, comme je vous l'ai montré, qu'on s'améliore avec le temps. En revanche, il y a une pénurie de greffons qui nous amène souvent donc à faire patienter nos patients avec des dispositifs d'assistance, soit de courte ou de longue durée, avec des délais qui sont prolongés, avec des risques de décès aussi en liste d'attente. Que la transplantation cardiaque est réservée donc à des centres agréés, que ça nécessite une prise en charge multidisciplinaire avec donc l'ordre de staff de RCP pour donc la décision d'inscription sur liste, sur la stratégie du choix du greffon et la stratégie pour le prélèvement donc de ce greffon et notamment la stratégie donc de l'immunosuppression. Bon, donc que ça soit pour l'induction, donc thymoglobuline versus Simulect, si le patient est immunisé ou infecté, et s'il y a un mismatch donc par rapport à l'EBV. Voilà, je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Et alors là, je fais comment?